Salut à tous, Backseat, c'est votre émission d'actualité politique. Si tu veux faire partie des soutiens de l'émission, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description. De mon côté, je ne vais pas faire forcément une chronique très marrante ce soir, parce que le début de semaine a été un peu particulier. Mardi, j'étais au tribunal. Alors pas pour moi, j'y étais en tant que journaliste pour Le Monde, pas au procès de Nicolas Sarkozy, mais des 4 personnes poursuivies dans le cadre de l'affaire de cyberharcèlement de la streameuse Ultia. J'ai mis mon article en beaucoup plus gros, comme ça vous cliquez sur celui-là si ça vous intéresse. Alors effectivement, pour Ultia, vous le savez, tout a démarré au Z-Event 2021 quand elle a dénoncé les propos sexistes et misogynes d'Inoxtag, qui n'avait pas encore trouvé l'esprit Kaizen, et qu'Internet, encouragé indirectement par certains influenceurs, a décidé de la cyberharceler, une vague de haine qui reprend régulièrement et l'a poussée à porter plainte fin 2022. Le procès a eu enfin lieu ce 21 janvier. Devant les magistrats, Ultia a partagé son expérience, mais aussi son épuisement face à un processus judiciaire long et complexe. Et en l'écoutant, ça m'a donné envie de poser cette question ce soir. Comment les créatrices de contenu sont accompagnées par la justice face au cyberharcèlement ? Alors, je vous ai dit, je ne vais pas faire beaucoup de blagues ce soir, mais c'est un sujet, je pense, qui est vraiment important et sérieux et dont il faut qu'on parle parce que, d'abord, quand on est streameuse, personnalité sur Internet ou juste personne existant sur Internet, il faut gérer d'abord les insultes, les menaces. Et il faut les conserver si on veut qu'une enquête soit lancée. Donc il faut repérer les pseudos des harceleurs, il faut archiver les messages en faisant des caps écran, des caps vidéo, en les triant aussi le mieux possible et en les signalant potentiellement sur la plateforme Pharos. Ultia, elle, pour vous donner un ordre d'idée, elle a réussi à réunir 700 comptes de harceleurs qu'elle a triés dans un Google Drive, triés par plateforme, etc. Elle a vraiment passé beaucoup de temps avec ses modérateurs, l'aide de ses proches aussi. C'est pas une aide que tout le monde peut avoir, évidemment, mais la plupart des victimes de cyberharcèlement doivent affronter ça tout seul. Ça demande énormément d'énergie et c'est souvent un premier frein à un éventuel dépôt de plainte. Ensuite, il faut savoir si on doit aller chez les gendarmes ou à la police et croiser les doigts pour que le policier ou le gendarme soit familier du milieu et des outils informatiques en général. L'influenceuse Niemesia a eu affaire à des agents qui ne savaient pas ouvrir un dossier zip et elle a dû aussi expliquer ce qu'était Twitter. Donc ça montre un petit peu un décalage. Et Ultia, elle m'a expliqué, c'est qu'elle a dû mettre ses dossiers, donc son Google Drive, elle a dû mettre son dossier sur une clé USB parce que le concept de lien de partage d'un dossier Google Drive était un peu méconnu de la personne qu'elle avait en face d'elle au moment du dépôt de plainte. Et elle a d'ailleurs dû redéposer plainte après une panne informatique au commissariat. Elle a dû recommencer ensuite dans une gendarmerie. Enfin, il y a eu beaucoup de soucis. Par contre, il faut aussi dire qu'elle a vraiment eu de la chance de tomber sur une policière qui l'a vraiment aidée, etc. Et ça, elle tenait aussi à le dire. Mais ça pose aussi évidemment la question des moyens alloués, mais aussi la question de la culturation en fait face à la technologie et à la culture web. Il est indispensable de continuer à éduquer les magistrats, les avocats, les enquêteurs dans les commissariats et les gendarmeries à propos de cet univers qui est encore souvent ignoré ou un peu regardé de haut, et en plus réussir à faire le croisement avec le sujet des violences faites aux femmes. Et l'avocate d'Ultia, donc c'est Maître Tomasini, qui est connue pour aussi avoir co-défendu Jacqueline Sauvage il y a quelques années, m'a expliqué qu'elle a travaillé en étroite collaboration avec une autre avocate de son cabinet qui a 26 ans et qui connaît bien la culture web. Mais pendant le procès, c'est normal, la plupart des magistrats, ils avouaient qu'ils ne connaissaient pas vraiment cet univers, donc il a fallu expliquer ce que c'était les raids, comment fonctionnent les chats. S'il y a eu beaucoup de streameuses harcelées ces dernières années, ou même si on disait Ultia ou Ultia. Donc ça a donné des moments un petit peu particuliers, mais en même temps qui sont compréhensibles parce que c'est pas du tout la même génération. Un exemple qui illustre bien ce besoin d'acculturation, c'est ce qui est arrivé à Magla. Elle a raconté ça dans l'émission Popcorn en 2022. Elle disait que si son dossier de plainte contre un harceleur a pu avancer, c'est grâce à un coup de chance et grâce à une magistrate qui a décidé en fait de se renseigner sur qui elle était. On a un extrait. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, le mec gravait mon nom en cellule, il a envoyé des mails à la magistrate, il a insulté la magistrate, et en fait, elle est tombée sur ce nom, elle a fait « Ok, je vais voir qui est Magla ». Et vraiment, coïncidence, et même moi j'ai encore du mal à y croire, elle est tombée sur mon live. Ah ouais, mais pile sur le live. L'histoire est dingue en fait. Ah ouais. Ça m'a choquée en fait, je me rappelle, mais c'était un mardi après-midi, je parlais de ça, elle me fait « Oui, mardi, t'as parlé de ça, etc. » Je suis pile tombée sur ton live en cherchant ton nom, je fais « Ok, la dinguerie, qu'est-ce qui se passe ?» Elle m'a fait « Écoute, nous on veut le coffrer. On cherche à le faire depuis un moment, il reste pas longtemps. Oui, c'est un danger pour la société, quoi. C'est un danger, il veut porter atteinte à ta vie, on le voit bien. Donc tu vas réunir tout ce que tu as. Demain, tu vas au poste de sa ville,
et tu vas déposer ta plainte, il y a quelqu'un qui t'attend, c'est appelé, vas-y. Voilà, donc déjà ça, on voit que c'est un peu un coup de chance qui a permis que cette affaire-là avance. Donc c'est vous dire un petit peu des fois ce dont on a besoin pour faire... Pour porter plainte, pour que la procédure avance. L'autre gros défi, c'est l'attente, qui est indispensable pour le temps de l'enquête, évidemment. Je rappelle que Ultia a déposé plainte fin 2022, le procès a eu lieu début 2025, il y a quelques jours. Avamind, qui est aussi régulièrement ciblée, doit gérer plusieurs cas de harcèlement là en même temps, et elle n'a pas de nouvelles de sa plainte qu'elle a déposée en 2022 contre un harceleur téléphonique. L'absence de nouvelles, c'est voire d'un débouché de l'enquête, ça peut vraiment décourager, ça peut avoir un lourd impact sur la santé mentale, surtout si le harcèlement continue en parallèle. Et j'ai pu avoir Avamind au téléphone pour lui demander son ressenti sur le sujet. Elle m'a évoqué ici le sujet des plateformes et de leurs responsabilités en cas de harcèlement. Pour moi, c'est vraiment déjà au niveau de la police en elle-même, c'est une vraie reconsidération des victimes sur Internet. Je ne sais pas si c'est une question de sous-effectif ou quoi. Moi, surtout, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, quasiment tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux qui nous servent de plainte et qui sont les moyens d'interaction avec les personnes problématiques ne peuvent pas être utilisés dans un cas de plainte. Alors que les façons d'échanger ont évolué, on est encore plus à une ère du numérique. Et en fait, tout ce qui concerne le numérique est quasiment pas possible à mettre dans une plainte. Donc, c'est très grave. Et elle m'a aussi parlé d'une réunion avec Twitch France, du manque de moyens alloués aux streamers et aux streameuses qui n'ont pas sa visibilité, par exemple, et qui se retrouvent souvent seuls face au harcèlement. Et voici ce que Twitch avait répondu, c'était il y a quelques temps. Twitch avait dit, mais nous, en soi, on peut complètement donner tout ce qu'il faut pour les plaintes, pour les choses comme ça. C'est juste que votre police, à vous, en France, pas très réactive, quoi. Alors, est-ce que c'est pour se dédouaner ou est-ce que c'est réel? J'en sais rien. Mais du coup, c'est sûr que c'est démoralisant quand tu vois ça. Et c'est là où je te dis, je ne sais pas si c'est un manque d'implication, si c'est une législation à changer, si c'est un manque de formation de la part des gens, je sais pas. Mais à l'ère où tout se passe encore une fois sur Internet, que on part de la simple arnaque à la pédophilie, à simplement même le harcèlement, le cyberharcèlement, c'est un truc qui prend quand même énormément de place dans nos vies par rapport à il y a 10 ans. Il va falloir que structurellement, on y repense parce que s'ils sont dépassés à H24, ça va pas s'arranger, tu vois. Et d'ailleurs, il faut signaler, petite parenthèse, quand on voit le bordel qu'il y a aux États-Unis actuellement par rapport aux plateformes, par rapport à la façon dont les patrons de ces grosses boîtes, de ces grosses entreprises se positionnent, c'est vrai que ça fait un peu froid dans le dos de se dire, de penser à l'année 2025 et ce qui va arriver ensuite. Alors, par contre, en revanche, au-delà des blocages qui peuvent ralentir les procédures, il ne faut pas croire que les auteurs de cyberharcèlement restent impunis. On a déjà vu plusieurs condamnations de harceleurs et cyberharceleurs. Il y a eu ceux de la journaliste Nadia Adam, d'Eddie De Pretto et ceux de Magali Berda. Il y a eu l'influenceuse Lucille aussi, qui, même si son harcèlement a largement dépassé le cadre des réseaux. Et il faut aussi signaler que le nombre de condamnations pour cyberharcèlement, même s'il reste bas, il continue à augmenter. Et Maître Tomasini, l'avocate d'Ultia, elle m'a dit qu'elle était vraiment assez confiante sur le verdict, même si elle attendait des peines plutôt fermes, parce que là, c'est plutôt du sursis qui est requis contre les 4 prévenus. Elle espère que ce jugement donnera l'exemple, ça montrera que les lois pour condamner les violences en ligne existent et qu'elles peuvent être appliquées et qu'elles doivent l'être et qu'elles le seront. Ultia aussi et d'autres streamers comme Rivenzi qui étaient présents au procès pour soutenir Ultia avec Ponce aussi, ils m'ont dit qu'ils avaient aussi besoin que les streamers prennent leurs responsabilités face au harcèlement et qu'ils peuvent des fois malgré eux, mais des fois un petit peu de manière plus insidieuse, déclencher ou encourager. Je rappelle que plusieurs des prévenus lors du procès des harceleurs d'Ultia ont admis avoir été sous l'influence du streamer Pfut, accusé d'avoir multiplié les propos dénigrants ou misogynes contre Ultia notamment. Donc reste à savoir désormais ce qu'en fera la justice, les créateurs de contenu, mais aussi leur communauté, et vous et moi en fait. Pour terminer, je voulais juste dire que si vous êtes victime de cyberharcèlement, que vous soyez streamer ou streameuse ou pas, la première chose à faire, c'est d'en parler autour de vous. Je pense que c'est la meilleure chose qu'on peut faire en commençant. Récolter un maximum de captures d'écran, de vidéos. Il y a aussi des plateformes numériques comme la PNAV, Pharos aussi, il y a le numéro 3018, ou des collectifs et des associations comme Stop Ficha ou Féministes contre le cyberharcèlement qui peuvent vous proposer de vraies ressources. Donc voilà, je vous laisse là-dessus et je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup, Vincent, pour ce PowerPoint.